Ma fille m'a mis à la porte pour protéger l'homme dont je cachais le crime, mais elle ignorait que j'avais la preuve qui pouvait tout détruire. Écoutez cette histoire jusqu'au bout, et dites-moi ce que vous feriez à ma place. Dites-moi aussi de quelle ville vous m'écoutez. Je n'ai jamais cherché la vengeance, seulement une forme de justice silencieuse, celle qu'un père se doit à lui-même, lorsque le monde qu'il a bâti de ses propres mains s'effondre. Aujourd'hui, je suis prêt à raconter comment le silence peut devenir l'arme la plus redoutable. Comment un vieil homme, jugé inutile et encombrant, peut reprendre le contrôle de son destin, non pas avec des cris, mais avec une vérité gardée trop longtemps dans le tiroir d'une vieille commode. Aujourd'hui, je vis dans une chambre de bonne sous les toits de Lyon. La fenêtre unique donne sur une cour intérieure grise où le soleil ne s'aventure jamais. L'odeur est un mélange de poussière ancienne et de solitude. Mes seules possessions tiennent dans une valise et un carton. Quelques vêtements, une photo jaunie de ma femme, et les outils de menuisier que mes mains connaissent par cœur. Je les touche parfois, juste pour sentir le contact familier du bois poli et du métal froid. C'est un rappel tangible d'une vie où j'étais utile, où mes mains construisaient quelque chose. Ici, elles ne font que trembler, en tenant une tasse de café instantané, observant le temps qui s'étire, lourd et vide, dans le silence assourdissant de mon existence réduite. Mes journées sont rythmées par le bruit des voisins que je n'ai jamais vus, des pas pressés le matin, des éclats de rire le soir. Pour eux, je suis une ombre, le vieux du 6e sans ascenseur. Personne ne sait que j'ai bâti une maison, une famille. Personne ne devine que mon cœur saigne, non pas de colère, mais d'une tristesse infinie. Je repasse souvent le film de ma vie cherchant le moment précis où j'ai cessé d'être un père pour devenir un fardeau. Le regard de ma fille, Hélène, me hante. Ce n'était pas de la haine, c'était pire, de l'indifférence. Le regard que l'on porte à un meuble qu'on déplace parce qu'il gêne. Et c'est ce que j'étais devenu, un vieux fauteuil usé dans le salon de sa vie parfaite. Le plus dur, c'est l'invisibilité. Dans la rue, les gens me contournent. À la boulangerie, on me sert sans un regard. J'ai l'impression d'être un fantôme qui s'obstine à hanter le monde des vivants. Avant j'étais Gérard, le menuisier, le mari d'Anne, le père d'Hélène. J'avais une place, un nom. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un vieil homme seul dans une chambre qui n'est pas la sienne. La nuit, le froid du lit vide, me rappelle celui de la tombe de ma femme. Je lui avais promis de veiller sur notre fille. Je me demande souvent ce qu'elle me dirait si elle me voyait maintenant, chassé de la maison que j'ai aidé à payer, seul avec les échos d'une promesse brisée. Pourtant tout a commencé dans la joie et l'odeur des copeaux de bois. J'étais jeune, fort, et mon atelier, même modeste, était mon royaume. Chaque meuble que je créais portait la marque de ma passion. J'ai rencontré Anne, et sa lumière a empli chaque recoin de ma vie. Quand Hélène est née, j'ai cru que mon cœur allait exploser de bonheur. Je lui ai fabriqué son premier berceau, sculptant de petites colombes dans le bois. Je passais des heures à la regarder dormir, si petite, si fragile. Je me souviens m'être juré que rien ne lui manquerait jamais, qu'elle aurait tout ce que je n'avais pas eu. La sécurité, les études, une vie sans la peur du lendemain. C'était le début d'une vie de sacrifice, mais je les appelais de l'amour. J'avais un rêve, ouvrir ma propre ébénisterie d'art. Un lieu où je ne ferais que des pièces uniques, des œuvres qui me survivraient. J'avais commencé à mettre de l'argent de côté, sou par sou. Mais les études d'Hélène coûtaient cher. Elle était brillante, et je ne pouvais pas lui refuser cette chance. Un soir, j'ai pris la boîte en fer qui contenait mes économies, et je l'ai vidée sur la table de la cuisine. J'ai regardé Anne, et sans un mot, elle a compris. Mon rêve pouvait attendre, le sien commençait. J'ai repris mon travail de simple menuisier, acceptant les chantiers les plus ingrats, les heures supplémentaires, le travail du week-end. Le soir, j'étais épuisé, mais le sourire de ma fille en me racontant ses cours suffisait à tout effacer. Les années ont passé. Hélène a obtenu son diplôme, a trouvé un bon travail. Puis elle a rencontré Sébastien. Un jeune homme ambitieux, au sourire facile, et aux manières polies. Au début, j'étais heureux pour elle. Il voulait acheter une maison, mais le rapport était insuffisant. Encore une fois, sans qu'elle ait à le demander, j'ai su ce qu'il me restait à faire. J'ai vendu le petit terrain que mes parents m'avaient laissé, mon seul héritage, ma dernière sécurité pour mes vieux jours. Je leur ai donné l'argent en leur disant que c'était leur cadeau de mariage. Voir leurs yeux briller, imaginer ma fille construire son foyer, valait bien plus que quelques arpents de terre. Je ne leur ai jamais dit que ce terrain était tout ce qu'il me restait. Après le décès d'Anne, le silence est devenu mon compagnon. La maison était trop grande, trop vide. Hélène m'a proposé de venir vivre avec eux. J'ai d'abord hésité, ne voulant pas m'imposer. Mais elle a insisté disant que ce serait mieux pour tout le monde. Au début,
C'était comme une seconde jeunesse. Je m'occupais du jardin, je bricolais, je préparais le dîner pour qu'il le trouve prêt en rentrant du travail. Je me sentais utile à nouveau. J'étais le grand-père discret, le pilier silencieux de la maison. Je ne demandais rien. Juste une place à leur table, un peu de chaleur humaine pour combler le vide laissé par ma femme. J'étais convaincu d'avoir trouvé ma juste place pour finir mes jours. Je me souviens des repas du dimanche. Je passais la matinée à cuisiner le plat préféré d'Hélène, le rôti de veau de sa grand-mère. L'odeur remplissait la maison, une odeur de famille, de tradition. Quand ils s'asseyaient à table, épuisés par leur semaine, je les servais en silence. Je les regardais manger, parler de leur travail, de leurs projets, de leurs amis. J'étais là, physiquement, mais j'avais l'impression d'être derrière une vitre. Leur conversation passait au-dessus de ma tête, comme si j'étais un élément du décor. Parfois, Hélène me posait une question par politesse. « Ça va, papa ?» Je répondais toujours oui, avec un sourire. Je ne voulais pas les déranger avec mes états d'âme de vieil homme. Je me souviens aussi des jouets que j'achetais pour des petits-enfants que je n'ai jamais eus. Chaque fois que je voyais une jolie voiture en bois ou une poupée de chiffon, je ne pouvais pas résister. Je les achetais avec le peu d'argent de ma retraite, en imaginant des rires d'enfants dans la maison. Je les rangeais dans un coffre dans ma chambre, un coffre plein de rêves et d'espoirs déçus. Hélène et Sébastien étaient trop occupés, trop concentrés sur leur carrière. La famille viendrait plus tard. Ce plus tard n'est jamais venu. Et le coffre à jouets est resté fermé, un mausolée silencieux de la vie de famille que j'avais espéré pour eux. Et un peu pour moi aussi. Mon rôle a glissé lentement de celui de père à celui de domestique non rémunéré. Je faisais les courses, je sortais les poubelles, je tondais la pelouse. Je le faisais volontiers, croyant les aider. Mais je n'ai pas vu que chaque service rendu me dépossédait un peu plus de mon statut. Je n'étais plus celui qui donne des conseils, mais celui qui exécute les tâches. Mes opinions sur la politique ou le monde n'intéressaient personne. Mes histoires du passé étaient accueillies par des soupirs impatients. J'étais l'homme du passé, un vestige d'un autre temps. Je me suis effacé pour ne pas les déranger, pensant que c'était une forme d'amour. En réalité, je creusais ma propre tombe sociale. L'ultime sacrifice a été celui de ma voix. J'ai arrêté de donner mon avis, de raconter mes journées. À quoi bon ? Leurs regards se perdaient dans le vide ou sur leur téléphone dès que j'ouvrais la bouche. Alors j'ai appris le silence. Un silence profond, protecteur. Je suis devenu un expert dans l'art de ne pas faire de bruit, de marcher sur la pointe des pieds, de me fondre dans les murs. Je mangeais souvent seul dans la cuisine pour ne pas interrompre leur soirée télé. Je me disais que c'était normal, que les générations avaient du mal à cohabiter. Je me trouvais des excuses pour eux, parce que la vérité était trop douloureuse à admettre. J'étais devenu un intrus. Le premier signe clair du rejet fut un appel téléphonique. J'étais dans le jardin quand j'ai entendu Hélène parler à une amie. « Non, on ne peut pas ce week-end, mon père est là », a-t-elle dit, avec une pointe d'agacement dans la voix. « C'est compliqué, tu sais. On n'a jamais d'intimité. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Moi qui pensais les soulager, j'étais en fait un poids, un obstacle à leur liberté. Je suis rentré dans ma chambre et je me suis assis sur mon lit, le cœur en miettes. Ce jour-là, j'ai compris que ma présence n'était plus un réconfort, mais une contrainte. Je n'ai rien dit, j'ai simplement continué à sourire et à tondre la pelouse. Puis les visites de leurs amis se sont faites plus rares à la maison. Au début, je n'y prêtais pas attention. Mais un soir, j'ai surpris une conversation entre Sébastien et un de ses collègues au téléphone. Il organisait un dîner chez eux pour le samedi suivant et a ajouté. « Ne t'inquiète pas, le vieux ne sera pas là. On s'arrangera pour qu'il ait quelque chose à faire. » Le vieux. Ce n'était plus le père d'Hélène, ou Gérard. Juste le vieux. Le samedi en question, Hélène m'a suggéré avec un grand sourire d'aller voir un film au cinéma, que ça me changerait les idées. J'ai compris. J'y suis allé, et je me suis assis seul dans la salle obscure, le cœur plus lourd que jamais. L'indifférence est ensuite devenue du mépris. Des petites choses, presque invisibles. Mon assiette mise à part sur le coin de la table. La porte du salon qui se fermait doucement quand j'entrais. Les décisions importantes, comme le choix d'une nouvelle voiture, ou la destination des vacances, prises sans même me consulter, alors que j'étais dans la pièce d'à côté. J'étais traité comme un enfant ou un simple d'esprit. Sébastien en particulier, avait des regards froids, presque hostiles. Il ne me supportait plus. Je sentais son irritation monter, chaque fois que je prenais la parole. Chaque fois que ma simple présence semblait l'oppresser. Hélène, elle, ne voyait rien, ou ne voulait rien voir. Mon dernier anniversaire a été le coup de grâce. J'ai eu 72 ans. Je ne m'attendais pas à une grande fête,
Mais peut-être à un gâteau, à un mot gentil. Rien. La journée s'est écoulée comme n'importe quelle autre. Le soir, ils sont rentrés tard, fatigués. Ils ne m'ont même pas souhaité mon anniversaire. Ils avaient oublié. Ou peut-être qu'ils s'en fichaient. Je suis monté dans ma chambre, et j'ai regardé la photo de ma femme. Joyeux anniversaire, mon amour, ai-je murmuré dans le silence. C'est la première fois depuis sa mort que j'ai pleuré. Pas de chagrin, mais d'humiliation. J'étais devenu si insignifiant que même le jour de ma naissance n'existait plus. La semaine suivante, la sentence est tombée. Hélène est venue me voir dans ma chambre. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Elle a tourné autour du pot, parlant de Sébastien, de son stress au travail, de son besoin d'espace. Puis elle a prononcé les mots fatidiques. Papa, je crois que ce serait mieux si tu trouvais un autre endroit où vivre. Juste pour quelque temps. Elle a ajouté que c'était pour le bien de son couple. Elle a choisi son mari, son confort, au détriment de son père. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement hoché la tête. Qu'y avait-il à dire? L'amour ne se réclame pas. J'ai fait ma valise en silence. En partant, j'ai jeté un dernier regard à cette maison que j'avais aidé à construire. Chaque brique, chaque tuile, semblait me crier mon échec. J'ai croisé Sébastien dans le couloir. Il n'a pas dit un mot, détournant simplement le regard avec un air de soulagement coupable. C'est à ce moment-là que l'image m'est revenue, nette et cruelle. L'image de ce qu'il m'avait fallu 1 an pour comprendre. L'image de ce que j'avais trouvé dans sa voiture. En la nettoyant, 1 an plus tôt, après ce qu'il avait appelé un petit accrochage, j'avais trouvé une petite carte mémoire tombée sous le siège. Par curiosité, je l'avais mise de côté. J'avais oublié son existence jusqu'à ce jour. Ce qu'Hélène et Sébastien ignoraient, c'est ce que contenait cette petite carte mémoire. Ce n'était ni de l'argent, ni un titre de propriété, mais quelque chose de bien plus puissant. Dans le secret de ma nouvelle chambre miteuse, je l'ai inséré dans un vieil adaptateur que j'avais. La vidéo est apparue sur l'écran de mon téléphone. Une vidéo de dashcam. La qualité était parfaite. On y voyait la route défiler, puis soudain une jeune femme à vélo. Le choc. Le bruit sourd. Et puis, l'impensable. On voyait le visage de Sébastien, terrifié, dans le rétroviseur. Il a hésité 1 seconde, puis a accéléré, abandonnant la cycliste grièvement blessée sur le bas-côté. Un délit de fuite. J'ai gardé ce secret pendant 1 an, 1 an à vivre sous le même toit que lui, à le regarder dans les yeux chaque jour. Mon silence était un fardeau. Au début, je l'ai gardé pour protéger Hélène. Je ne pouvais pas imaginer détruire son bonheur, son monde si parfait. Je me disais que le remords pousserait Sébastien à se dénoncer. J'attendais un signe, une confession, un acte de courage. J'espérais qu'il se rachèterait. J'ai même prié pour lui, pour que l'homme que ma fille aimait ait une conscience. Mais les jours sont devenus des mois, et le silence de Sébastien n'était pas celui de la honte, mais celui de l'impunité. J'avais protégé l'homme qui me méprisait, qui me chassait de chez moi. Mon sacrifice pour ma fille était devenu une complicité passive avec un lâche. En me mettant à la porte, il n'avait pas seulement expulsé un vieil homme, il avait libéré ma conscience. L'amour filial qui m'avait aveuglé s'était dissipé, laissant place à une clarté glaciale. Je ne ressentais plus le besoin de protéger leur monde fragile, car ce monde était construit sur un mensonge et une injustice profonde. Mon devoir n'était plus envers eux, mais envers cette jeune femme inconnue, laissée pour morte sur le bord d'une route. Et envers moi-même, envers la dignité que j'avais perdue. Ma décision fut prise dans le calme de ma chambre solitaire, pas de colère, pas de désir de vengeance. Juste une résolution froide et tranquille. J'ai enfilé mon plus beau manteau, celui que je gardais pour les grandes occasions, et je suis sorti. J'ai marché jusqu'à un quartier chic de Lyon, où se trouvaient les cabinets d'avocats les plus réputés. J'ai choisi le nom qui inspirait le plus de rigueur et d'intransigeance. Je suis entré, et j'ai demandé à voir Maître Dubois. J'ai posé sur son bureau une enveloppe contenant une copie de la carte mémoire et une lettre expliquant les faits, sans aucune émotion. Je ne demandais rien pour moi. Je voulais seulement que la procédure légale soit enclenchée. Mon action suivante fut plus personnelle. J'ai passé des jours à faire des recherches discrètes sur l'accident. J'ai fini par retrouver le nom de la victime et de sa famille. C'était une famille modeste, comme la mienne avait été. La jeune femme avait survécu, mais avec des séquelles graves qui nécessitaient des soins coûteux. Leur vie avait été brisée, et ils n'avaient jamais eu de réponse, jamais de justice. J'ai trouvé leur adresse. Je n'y suis pas allé tout de suite. J'ai attendu, laissant la machine judiciaire que j'avais mise en marche faire son travail.
Mon but n'était pas de me présenter en sauveur, mais de m'assurer que la vérité, une fois révélée, leur apporterait la conclusion qu'ils méritaient. Je n'ai pas eu à changer de testament ou à vendre des biens. Mon trésor n'était pas matériel. Mon pouvoir résidait dans cette petite carte mémoire, et dans ma décision de ne plus me taire. J'ai cessé de regarder le passé avec regret, et j'ai commencé à regarder l'avenir avec une étrange sérénité. J'avais repris le contrôle de mon histoire. Je n'étais plus la victime, le vieil homme pathétique et oublié. J'étais devenu l'arbitre silencieux d'un drame dont j'étais le seul à connaître tous les acteurs et tous les secrets. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus invisible. Je me sentais fort, d'une force tranquille et inébranlable. Mes journées dans ma petite chambre ont changé de nature. Le silence n'était plus synonyme de solitude, mais d'attente stratégique. Je lisais, je marchais le long des quais de la Saône, je regardais la vie suivre son cours. Je n'éprouvais aucune haine envers Hélène ou Sébastien. Seulement une profonde pitié. Ils étaient prisonniers de leur propre lâcheté, de leur petit confort matériel, tandis que moi, avec presque rien, je me sentais libre. J'avais fait ce qui était juste, et cette certitude était un baume sur toutes les blessures que l'on m'avait infligées. J'attendais simplement que les conséquences de leurs actes viennent frapper à leur porte. Et la porte a fini par être frappée. Un matin, 2 semaines plus tard, on a toqué à la porte de ma chambre. C'était Hélène. Je ne l'avais jamais vue dans un tel état. Son visage était défait, ses yeux rougis par les larmes. Elle tenait un bouquet de fleurs qui semblait ridicule dans ce décor misérable. Sébastien avait reçu une convocation de la police. Une enquête était ouverte pour délit de fuite avec circonstances aggravantes. Une preuve vidéo irréfutable avait été jointe au dossier anonymement. La panique avait remplacé l'arrogance. Soudain il se souvenait de moi. Soudain j'existais à nouveau. Elle est entrée, a regardé ma chambre avec un dégoût mal dissimulé, et a commencé son numéro. Elle a pleuré, m'a dit combien je lui manquais, combien la maison était vide sans moi. Elle a dit que c'était une terrible erreur, qu'elle avait été influencée par Sébastien, qu'elle regrettait tout. Elle m'a supplié de revenir, que ma place était avec eux. Elle a parlé de famille, de pardon, de solidarité. Je l'ai écoutée en silence, sans l'interrompre. Je voyais clair dans son jeu. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur. Elle ne pleurait pas son père, elle pleurait son monde, qui s'écroulait. Sébastien est arrivé peu après, pâle et tremblant. Fini le mépris, fini les regards froids. Il s'est presque mis à genoux, me suppliant de l'aider, de dire que la voiture avait été volée, de mentir pour lui. Il m'a promis de me traiter comme un roi, de subvenir à tous mes besoins. Il a tenté de me rappeler les bons moments, les moments que son mépris avait pourtant effacés. Ils étaient là tous les deux, me présentant une rédemption factice, un amour de circonstance. Ils n'avaient pas changé. Ils voulaient juste que je les sorte du pétrin qu'ils avaient eux-mêmes créé. Ils me voyaient à nouveau comme un outil, non plus pour le ménage, mais pour le sauvetage. Je suis resté assis sur ma chaise, mes mains calleuses posées sur mes genoux. Je les ai regardés, s'agiter, pleurer, supplier. Pour la première fois de ma vie, je détenais un pouvoir total sur eux. Un mot de moi pouvait les détruire, un autre pouvait leur offrir une échappatoire. J'ai vu le reflet de ma propre douleur dans leur panique, mais il n'y avait aucune satisfaction, juste une immense lassitude. Ils ne comprenaient toujours pas. La question n'était pas de savoir si je pouvais les sauver. La question était de savoir s'ils le méritaient. Ils m'avaient jeté quand je n'avais plus rien, et maintenant ils revenaient parce que j'avais tout. Le dilemme final se présentait à moi, clair et tranchant. Je pouvais aller au bout de ma démarche, laisser la justice suivre son cours et détruire Sébastien, sachant que la chute de son mari entraînerait inévitablement celle de ma propre fille, la plongeant dans la honte et la ruine financière. Ou je pouvais céder à leurs supplications, retirer ma plainte anonyme d'une manière ou d'une autre, et leur donner une dernière chance. Une chance qu'ils ne m'avaient jamais accordée. Devais-je choisir la justice implacable ou la miséricorde pour mon propre sang, même si ce sang s'était montré indigne? Ma décision allait définir qui j'étais vraiment. Je les ai regardés une dernière fois, leurs visages tendus par l'attente. Et dans le silence de ma petite chambre, j'ai pris ma décision. Une décision qui n'appartenait qu'à moi, forgée par des années de sacrifice, et une semaine d'humiliation. Je ne leur ai pas donné de réponse verbale. Je me suis simplement levé, j'ai pris mon manteau et je suis sorti, les laissant seuls avec leur peur et les conséquences de leur choix. Mon chemin était tracé. Il ne menait ni à la vengeance ni au pardon facile, mais à une forme de paix que seul celui qui a tout perdu et qui s'est retrouvé peut comprendre. Aujourd'hui, je suis en paix avec mon choix. La justice a suivi son cours, mais d'une manière que personne n'aurait pu prévoir.
J'ai fait ce que mon cœur et ma conscience me dictaient, non pas pour punir, mais pour réparer. Pour réparer la vie d'une inconnue, et pour réparer ma propre dignité bafouée. Je me tiens droit, non pas parce que j'ai gagné, mais parce que je suis resté fidèle à l'homme que j'ai toujours été. Et vous, donneriez-vous une seconde chance à ceux qui vous ont tourné le dos au pire moment, ou laisseriez-vous la justice, froide et implacable, suivre son cours ?